Du CPER, le contrat de plan État-région. Et à l'époque, il insistait beaucoup pour que nous allions sur le financement d'une infrastructure ferroviaire tram-train qu'il prévoit à l'ouest, vers Colomiers et l'ouest de ça. Il disait qu'il y a quand même un intérêt d'agglomération. On est sur du ferroviaire, donc c'est la compétence régionale, mais j'aimerais que vous y veniez en cofinancement. Et au printemps dernier, il m'a tenu un tout autre langage. Il m'a dit, bon, finalement, si je fais ce projet, ça va doublonner votre troisième ligne de métro. Accepteriez-vous que mes équipes soient associées aux vôtres pour la définition du tracé de la troisième ligne, parce qu'à ce moment-là, plutôt que de faire deux projets, on n'en ferait qu'un, et ça serait beaucoup plus profitable. Et effectivement, je crois donc qu'un élu qui est connu quand même pour son pragmatisme et son sérieux, et qui n'est pas suspect de complaisance politique à un endroit, quand il me tient ce langage-là, et quand il envoie les équipes, et quand tout à l'heure, une vice-présidente de la région s'est exprimée pour dire tout l'intérêt que la région voyait à ce projet, je me dis que peu à peu, effectivement, les acteurs sont en train de comprendre que ça va se faire, parce que seulement, nous le voulons, mais ça ne suffit pas de vouloir. Derrière, il y a un travail qui vient corroborer la pertinence du projet. Et plus, en réalité, on approfondit, on précise les choses, plus on trouve des raisons de le faire. Je suis sûr que c'est un projet qui suscitera beaucoup d'enthousiasme. Et je crois que bon, le curseur évolue. Voilà. Pour prolonger, jusqu'où c'est votre troisième ligne de métro plutôt que le tram-train de Malvy, ou jusqu'où c'est le tram-train de Malvy, si vous s'amusez à personnaliser les solutions techniques qui rentrent dans Toulouse, parce que finalement, une partie des infrastructures ferroviaires peut servir, y compris à desservir la Belge, mais aussi d'aller jusqu'à la Vache. C'est pas si simple. Je vais laisser la parole à quelqu'un qui sait mieux les choses que moi. C'est pas si simple. On les a regardés, ces hypothèses. Techniquement, évidemment, tout est possible. La réponse après, elle est simplement sur la capacité, on l'a déjà évoqué tout à l'heure. La capacité, elle vient aussi de la délégation de fréquences. Et la question de l'utilisation des voies ferroviaires avec plusieurs types de trains, ça existe aussi en région moyenne, ça pose des problèmes justement de compatibilité de débit. Et à un moment donné, ça devient trop compliqué. Et aujourd'hui, ce qui fait la capacité et l'attractivité des modes urbains, c'est qu'ils sont dédiés 100% aux modes urbains. Et c'est ça qui les rend fréquents, haute capacité et attractifs. C'est que les gens viennent, on n'oblige pas les gens à prendre le métro à Toulouse. C'est eux qui y sont venus. Donc voilà, donc c'est tous ces éléments d'attractivité et de capacité qui permettront de faire le choix. Je répète pour compléter ce que dit Francis. La question qui est posée, c'est 500 000 voyageurs par jour. On peut toujours trouver des hypothèses moins chères, plus faciles à mettre en place, mais si elles ne répondent pas à cette question de base, qui est une question de capacité, est-ce qu'on répond à la question politique? Je ne crois pas. En tout cas, chacun l'a compris. Le débat dans 6 mois, ça ne sera pas la troisième ligne ou le PLB. C'est pas possible. Et les 200 000, c'est encore possible avec du matériel val léger, même 52 mètres, etc., où il faut, je vois que dans le dossier, vous parlez d'une solution de métro, pas nécessairement le métro tel que nous connaissons aujourd'hui à Toulouse. Capacitairement, Siemens est capable aujourd'hui de... Elle peut être techniquement indépendante. Elle peut être techniquement indépendante. J'ai bien compris ça. Mais ce que j'essaie de vous faire dire, c'est jusqu'où, techniquement, puisque vous vous basez sur le point technique, Siemens est en mesure de vous dire oui, on est capable de vous transborder 200 000... Aujourd'hui, non seulement Siemens peut le faire, mais d'autres. Voilà, la différence avec la première ligne de métro, c'est qu'il y avait un système automatique qui existait dans le monde, c'est celui-là. Aujourd'hui, les systèmes automatiques se sont développés dans le monde entier.
Et aujourd'hui, il y a plusieurs constructeurs qui sont capables de faire des offres. Alors il y aura des choix techniques à faire, évidemment, qui seront aussi des arbitrages de capacité de véhicule, de longueur des véhicules. Il faut oublier que la largeur du véhicule il dimensionne le diamètre du tunnel, quand il y a tunnel. Et ça coûte très cher. Plus on augmente le diamètre, plus ça coûte cher. Donc là aussi, il y a des arbitrages, vous voyez, à faire, mais les équipes là travailleront justement pour nous recommander les bonnes solutions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'offre de matériel et de système est plus large qu'il y a 20 ans. Et moins cher. Et moins cher. Donc cela veut dire que vous n'avez pas nécessairement utilisé le même système utilisé actuellement sur les 2 lignes de métro. Nos études sont beaucoup plus ouvertes. Par contre, il y a une question qui reste entière, c'est, dites, est-ce qu'on peut transporter 200 000 ? Il faut qu'on soit en capacité de transporter beaucoup de monde, sinon, ce n'est pas le projet qui nous intéresse. Nous, le projet, c'est un objectif à 200 000, et puis peut-être plus. La ligne A, aujourd'hui, elle est à un sommet qui n'avait pas été imaginé lorsqu'elle a été lancée. C'est 245 et on était à 130 000 au début. Voilà, 138, 245. C'est le delta. C'est pas un objectif énorme, 200 000. Non, c'est un objectif technique, raisonnable. Je pense que c'est même un plancher. C'est un plancher. C'est une prudence. Est-ce que dans tous les cas de figure, Colomiers, qui est quand même la seconde ville du département, serait desservi? Alors, on est en phase d'étude. Il faut rentrer dans le 1,7 milliard. Il faudra peut-être devoir, en fin de réflexion, couper au debout. Alors, pour tout vous dire, on travaille beaucoup avec Mme le maire de Colomiers. Elle est très mobilisée sur ce projet. Il y a eu une réunion publique il y a quelques semaines à Colomiers, où j'étais avec Charles Marziani, où elle s'est prononcée très fortement en faveur de ce projet. Très fortement. Et où Charles Marziani a trouvé du sens dans la connexion sur la gare de Colomiers. Voilà. Oui, Donc, il va falloir trouver l'argent. c'est pas Colomiers qui va nous financer, mais le lien avec Colomiers, on est sur un fuseau. Donc vous voulez depuis longtemps que je vous dise exactement où seront les stations. Mais mais sur. C'est pas ça du tout. Est-ce que Colomiers sera. Est-ce que ça fait partie des points clés, quoi? Moi je crois. D'ores et déjà que Colomiers sera. Moi je crois. Est-ce que ça pourrait s'arrêter à Airbus? Je crois. Et alors que dit la région? Que dit la région? La région dit qu'un pôle fort Colomiers, j'ai parlé tout à l'heure de Batavio, mais le pôle fort Colomiers c'est essentiel. Ça fait tomber le tram-train à ce moment-là. Et surtout ça aménage toute la partie du territoire qui pourrait, par réseau secondaire, être drainé sur Colomiers. Je sais que dans le travail de la région, actuellement, il y a l'hypothèse du pôle fort Colomiers avec un rabattement de zones qui sont aujourd'hui plutôt mal desservies. L'exemple, évidemment, Colomiers dans les hypothèses, mais quand vous avez Colomiers, on fait une jonction de Blagnac-Colomiers. On est vraiment typiquement dans ce qu'évoquait Jean-Claude Moudin sur le transversal. Qui n'existe pas, vous avez l'aéroport au milieu qui coupe. Donc on a. Oui, en bus, Colomiers à Blagnac, c'est pas si simple. On prend souvent la voiture, il y a les bouchons, etc. Donc on est vraiment sur des liaisons transversales de commune à commune qui sont hors de Toulouse. Et ça, c'est nouveau. Sur les chiffres et les études que vous avez faites, sur quoi vous les basez? Globalement, je pense que le métro, c'est une bonne chose. Je vais aller là-dessus. Mais les chiffres, on sait qu'ils conditionnent beaucoup, les prévisions conditionnent beaucoup la décision finale. Quand on dit 400 millions d'euros pour faire 5 stations en aérien à la belge avec un pôle sur la rocade, et qu'on dit 1,5 milliard pour faire 15 à 20 stations sur 20 km, en souterrain, dans une partie en aérien, le rapport est bon. La deuxième question, c'est sur la fréquentation, qu'est-ce qui permet à vos collègues avocats qui planchent sur la question de dire on aura 200 000 voyageurs jour dès l'ouverture. Or, on était à 120 000, 130 000 à l'ouverture de la ligne A. On est sur l'objectif. Voilà. Sur quoi on se base? Sur quel je ne peux pas vous dire s'il y en aura 180, 187. Pour la prévision de fréquentation. Mais sur les territoires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une étude des 7 zones que je vous ai indiquées. Et on a eu les mêmes études sur la ligne A et sur la ligne B. Et l'étude de ces zones permet d'identifier des chiffres qui, en s'additionnant, permettent de savoir. C'est quoi? C'est la densité urbaine, c'est le potentiel d'évolution des territoires, c'est aujourd'hui l'activité. C'est ce maillage de critères qui nous permettent de dire que potentiellement. Et puis, la jonction aussi avec les autres modes de transport.
Cette ligne, elle n'est pas indépendante, elle est connectée sur la ligne A, elle est connectée sur la ligne B, voilà. Donc on est sur un effet réseau. On sait que quand la ligne B a été lancée, elle a eu un effet levier sur la ligne A, etc. etc. Donc on est sur un chiffre qui est raisonnable sur la base de critères qui sont purement techniques. Hein, c'est pas, voilà. Mais on ne peut pas dire à l'avance combien il y aura de personnes. On sait qu'en tendance, ce type de ligne devrait atteindre assez rapidement autour de... Là, on est davantage sur une ligne d'usage professionnel, parce que je comprends, que d'usage personnel pour aller au centre-ville, au restaurant, au cinéma. Oui, mais l'aéroport et la gare. L'aéroport et la gare. Alors, je voulais juste reproduire un témoignage que j'ai reçu de quelqu'un qui n'est pas là, mais que vous voyez souvent à Toulouse. On pourra en parler avec lui un jour si ça vous intéresse. C'est Joan Busquets. C'est lui qui m'a fait toucher du doigt un jour, grâce à... Il est l'auteur d'une réflexion urbaine. Il s'est posé la question, à partir du moment où il y a Matabio, qu'est-ce que ça déclenche en mutation urbaine sur Toulouse? Et il a intégré dans sa réflexion, évidemment, à partir du moment où on a été élu, ce projet-là. Et il y croit très fermement, lui, pour une autre raison. Parce qu'il me fait remarquer que le tissu urbain qui est au nord, concerné par la desserte, quels que soient les fuseaux, est un tissu urbain qui n'a pas aujourd'hui d'identité, qui n'est pas très qualitatif, qui a eu autrefois certains usages liés d'ailleurs au ferroviaire, mais au ferroviaire du siècle dernier. Autrement dit, ce sont des quartiers qui ont un potentiel de renouvellement urbain considérable. Et ce qui va se passer quand on sait comment fonctionne le renouvellement urbain d'une ville, et que l'on interroge des promoteurs également, avec qui j'ai croisé les réflexions de Joan Busquets, c'est qu'à partir du moment où on aura TESO et ce projet-là, il va y avoir une mutation que Joan Busquets estime devoir se dérouler sur 400 hectares. 400 hectares. Qui vont permettre un accroissement démographique, urbanistique et démographique de Toulouse considérable et de qualité, avec la meilleure desserte en transport en commun possible. Ce qui veut dire que, effectivement, le chiffre de 200 000, je crois qu'il faut le considérer comme un plancher. Et sur l'argent, dans les fuseaux, là, il y a des choses qui mériteraient d'être précisées. Peut-être, à un moment, il y a l'utilisation du 31, enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Quand il y a un bout, là, tu parles de la Miracle. Alors, est-ce que c'est l'utilisation du 31 ou est-ce que c'est dessous Et autrement, il y a un autre fuseau qui fait comme une boucle jusqu'à l'université Paul Sabatier. Au lieu d'aller à la Belge, ça irait à... Regardez pour... L'autre carte. C'est un fuseau vers la fin. Ouais, vers la fin. Voilà. Il y a un fuseau qui part, comme s'il y avait une branche à part. Oui, alors après, dans les études, dans les études, ce que nous disent aussi les ingénieurs, c'est que le réseau peut évoluer en faisant des branches à venir, hein, et ça fait partie des hypothèses de travail. On pourrait commencer par aéroport-gare, par exemple. Dans ce On peut tout imaginer. Mais à ce stade-là, je suis incapable de vous dire oui ou non. C'est imaginable. On peut faire des morceaux. On peut le faire parfaitement. Alors, après, sur le prix, si je cite Philippe Emery, il trouve que c'est raisonnable. Donc, il a fait un ratio qui est un petit peu le même que nous. On a calculé assez rapidement en kilomètres. Oui, on a fait le calcul là. Il me semble. Un peu plus de 15 km pour l'IVB, 1,4 milliard, j'avais oublié. Oui. 89 millions. Ça fait 89 millions de kilomètres, ça fait 1,8 milliard pour un bout. Voilà, sachant qu'on a aujourd'hui des possibilités techniques qui font qu'on va pouvoir optimiser, on le sait. Non, mais ça dépend de la longueur. Et alors, Évitement de l'hypercentre. Mais pas avec une captation l'hypercentre, c'était quand même très compliqué. On l'a oublié, mais pour être descendu dans les tunneliers avec de body, je me rappelle que c'était très compliqué de cher. mais c'est le même. Oui, mais on est sur des contraintes qui sont moindres. Dès qu'on est sur un milieu urbain ouvert, c'est... Je ne sais pas si vous pouvez faire un métro aérien à pouvoir dessus. C'est pas que du métro aérien, mais quand on fait une tranchée couverte, c'est beaucoup moins cher qu'un tunnelier. Que je sache, je faisais les choses.
c'est de l'ajustement précis, lieu par lieu. Tranchée ouverte. C'est une solution parmi d'autres. Par exemple, Tezo, on peut faire une partie en tranchée ouverte. Pourquoi pas? On est sur un terrain qui est rasé, voilà. Donc on n'est plus dans la même contrainte. Ça va passer sur la Garonne. Oui, ça c'est. Et après, vous discutez de quoi? De 100 millions d'euros en plus, en moins. Voilà, on est sur une évaluation, je veux dire que. On sait que d'une manière générale, alors je ne parle pas de vous, mais d'une manière générale, c'est que dans les politiques publiques, ça démarre toujours par 1 et ça finit en général par 1,5 quand c'est pas 2, puis il y a un rapport de la Cour des comptes. C'est jamais produit. Ça ne s'est jamais produit à Toulouse. Pas à Toulouse, hein. Je pense que Si pour la il y a eu ligne un rapport de la Cour des B, comptes, mais pas en termes Sur de le métro. Si, bien sûr, sur le métro, bien sûr. Mais pas, je crois qu'on a passé de 500 millions à 1 milliard. Il y a eu un Oui, rapport sur LT Développement. Alors, je vous invite quand même à comparer. J'ai qu'un an d'expérience, hein, mais à comparer les appels d'offres que j'ai lancés depuis un an et ceux qui ont été lancés pendant 5 ans avant. Vous comparez juste ça, je vous dis rien, vous regardez les chiffres et vous regardez où sont les dépassements. Et vous verrez que depuis un an, il n'y en a pas eu. Il y en a eu sur ceux d'avant. Sur la ligne A du métro, MTD, donc objet de la remarque de Stéphane Thépaut, a rendu la copie, enfin du moins, l'outil était prêt avec 15 jours d'avance et 50 millions de francs à l'époque de moins par rapport à l'enveloppe votée. Et sur la deuxième ligne dont je me suis occupé de bout en bout, la première j'étais un peu jeune, je peux vous dire qu'il n'y a eu aucun dépassement. Voilà. Et donc le savoir-faire, il y a un savoir-faire toulousain sur le métro. Et il va nous être précieux, bien évidemment, pour ce projet. Sur la deuxième ligne, le projet avait beaucoup évolué, quand vous vous rappelez. La deuxième ligne, quand je dis qu'il y a eu un dépassement, c'est Non, attendez, sur la deuxième ligne, il y a eu 2 temps. Il y a eu 5 stations de plus. Oui, voilà, mais j'appelle pas ça un dépassement de projet. Ah non, mais non, attendez. Non, il y a eu 2 temps. Il y avait une première esquisse, hein, je m'en souviens, elle était prête en 1994. Une première esquisse qui s'arrêtait à la barrière de Paris. Et évidemment, là, l'enveloppe, elle n'était pas de 1,350 milliard. Et puis ensuite, il y a eu un choix des élus qui se déroulait sans problème politique, hein, et qui a prolongé effectivement jusqu'à Bordeaux-Rouge. Voilà. Et puis après, sur Ampalo, je me souviens de réunions mémorables avec Feu Pierre Garrigue, où effectivement au départ, Ampalo était desservi par une station qui se trouvait sur le boulevard des Récollets. Et puis il y a eu une pétition des habitants pour dire qu'il faut pénétrer dans Ampalo, soutenue par les élus locaux, ce qui permet, quand on voit le plan de la ligne B, de voir qu'à un moment, hop, il y a une petite bizarrerie comme ça, puis qui remonte vite pour... Si vous l'avez prolongé jusqu'à Ramonville. Vous ne croyez pas que c'est la même chose sur la ligne Elle devait s'arrêter avec la Non, pas du tout. Non. Terminus Ramonville, c'était depuis le départ. Par contre, pour l'anecdote, le jeune élu que j'étais à l'époque, je me souviens que lorsqu'il y a eu, fin 1994, la remise en cause du tracé nord, en disant il faut aller plus au nord. Je me souviens que Dominique Baudis, qui présidait le CNTC, moi j'étais simple membre, a dit bon, ben d'accord, Jean-Luc, tu veux qu'on poursuive, je venais d'être élu conseiller général de Ramonville, tu veux qu'on prolonge au-delà de Ramonville, et là je me souviens très bien, je dis oui, moi pourquoi pas, je me souviens très bien de la réaction des élus du Sud-Est, notamment du CIPA, qui ont dit non, nous, on ne veut pas de métro. C'était l'époque où ils étaient dans la nostalgie du tramway. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, à l'époque, la ligne B n'a pas été modifiée par rapport à sa première mouture. Elle s'est étendue au nord, pas au sud. Il aurait suffi que les élus du sud disent on la veut aussi, et à l'époque, je peux vous dire que politiquement, c'était open. On a bien compris que vos pôles, là, c'était pas des stations, mais à l'ouest, entre Airbus, opération Colomiers, Airbus, opération Saint-Martin, Airbus, Airbus Central-Antilles, est-ce qu'il pourrait y avoir un Airbus
nous à 300 engines, etc. Enfin bref, est-ce que dans la contribution Airbus, il y a la localisation de la future usine qui pourrait remplacer celui de la 320 à terme, ou est-ce que c'est trop tôt pour en parler Bon, enfin, je ne sais pas s'il y a des stratégies industrielles, mais Airbus était en force tout à l'heure, effectivement. Et ce que je crois, c'est que quand on aura les études, le rendu d'études à la fin de l'année, effectivement, on va pouvoir desservir tous les sites d'Airbus. Donc voilà, si on dessert Airbus, et on a toujours dit qu'on le ferait, bon, ben, ça sera un petit peu à eux à se positionner en discutant avec nous. Voilà. Vous savez le pourcentage de salariés d'Airbus qui vivent, parce qu'il se dit que beaucoup habitent quand même à l'ouest, et viennent en voiture. Autour de Toulouse, il y a de tout. Ils sont en étoile, mais... Est-ce que vous avez un chiffre sur Airbus? Non. Vous avez dit on a 30%, 50% de salariés. Airbus, là, sans doute, hein, mais... voilà, il faut savoir qu'il faut connaître la nature des emplois chez Airbus, des emplois de toute catégorie, hein, on n'est pas uniquement sur des... Et donc nécessairement, il y a une bonne part qui doit habiter Toulouse, mais après, le pourcentage... C'est bien d'accord, il y avait 1000 emplois. Oui, c'est clair. Alors, eux raisonnent par rapport à... Ils nous ont donné les chiffres d'emplois présents sur le site. Est-ce que les études qui ont été faites pour prévoir le potentiel de la ligne sont les mêmes que celles qui étaient faites auparavant sur la ligne A et la ligne B? Et on regarde quel est le potentiel. Combien de personnes travaillent. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous prendre le métro, bien sûr, mais ça donne un ratio. Et après, il faut un pourcentage de potentialité pour définir le nombre de clients possibles. Par exemple, où il y a des réductions d'emploi, alors qu'on embauche de l'autre côté, et vous avez des gens qui peuvent habiter dans le sud-est et qui doivent travailler dans le nord-ouest. Dans la délégation d'Airbus, tout à l'heure, il y avait Heriberto Diaz, qui est vraiment un des précurseurs dans cette agglomération des déplacements professionnels. Airbus a été la première entreprise à se doter d'un PDE, un plan de déplacement d'entreprise. Et forcément, ce qu'il me disait tout à l'heure, c'est qu'il allait forcément réorganiser sa stratégie de desserte en fonction de l'emplacement de la station de métro qui viendrait desservir Airbus d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que les Airbusiens sont très répandus, mais bon, ils ne nous ont pas demandé d'envisager une desserte de Plaisance du Touffes au Tournefeuille. Donc ça semblait leur convenir très bien. Et quel est le tronçon qu'il faut absolument commencer au début? Si jamais de On n'en est pas à ce stade. On n'en est pas à ce stade. En sachant qu'il y a quand même des zones que vous devez desservir en priorité. Il y a un besoin. Là, c'est tout l'enjeu de cette chronologie qu'on vous a montré, c'est que... Passionné des transports ou simple curieux, venez découvrir notre chaîne YouTube Transport Toulouse.